31 janvier 1945. Base aérienne de Clark, Luçon, Philippines. Les mains du major Frank T. McCoy tremblaient légèrement alors qu'il photographiait l'avion devant lui, un bombardier Mitsubishi J-4M Betty intact portant le numéro de queue 763-12. Ceci ne peut pas être leur conception standard. Aucune force aérienne ne construirait des bombardiers de cette façon. Le fuselage luisait sous le soleil tropical, sa forme cylindrique distinctive justifiant son surnom allié. Mesurant près de 20 mètres du nez à la queue, le bombardier reposait sur son train d'atterrissage tricycle, tel un immense cigare posé sur le tarmac. Les ailes, d'une envergure de 25 mètres d'une extrémité à l'autre, ne présentaient aucun dégât de combat. Les moteurs, des radios à 14 cylindres, produisant 1500 chevaux chacun, semblaient intacts. Ce n'était pas un avion écrasé récupéré dans une épave. C'était un bombardier opérationnel complet abandonné par son équipage durant l'avancée américaine. Mais ce qui avait captivé l'attention de McCoy, ce qui allait révolutionner la compréhension américaine de la doctrine aéronautique japonaise, était ce qu'il découvrit lorsqu'il grimpa à l'intérieur des ailes. Par les trappes d'inspection, les réservoirs de carburant étaient complètement non protégés. Aucun composé de caoutchouc auto-obturant, aucun blindage, aucun système d'extinction d'incendie, aucun revêtement protecteur d'aucune sorte. Juste une fine peau d'aluminium, peut-être de 2 mm d'épaisseur, séparant des milliers de litres de carburant aviation à haut indice d'octane des tirs de mitrailleuses ennemies. Le major McCoy, commandant de l'unité de renseignement technique aérien du Pacifique Sud-Ouest, avait examiné des dizaines d'avions japonais crashés à travers le Pacifique, mais rien ne l'avait préparé à ce moment. Ce bombardier, abandonné intact pendant la libération américaine du terrain de Clark, allait révéler une philosophie de conception si étrangère à la pensée militaire occidentale qu'il faudrait des mois aux analystes pour en comprendre pleinement les implications. Les calculs découlant de cette découverte allaient remodeler la doctrine tactique américaine et la conception des avions pour le reste de la guerre. Chaque supposition que les pilotes américains avaient sur les capacités ennemies, sur le prix que les ingénieurs japonais étaient prêts à payer pour la performance, sur la valeur que les forces impériales accordaient la SWATA à la survie des os, allait être systématiquement démoli par les preuves contenues dans cet unique exemplaire immaculé du bombardier le plus important du Japon. Le chemin vers cette révélation avait commencé 4 ans plus tôt, le 8 décembre 1941. Ce matin-là, alors que la fumée s'élevait encore de Pearl Harbor, 82 bombardiers G-4M et 26 bombardiers G-3M décollèrent de base à Formose. Leur cible était Clark Field lui-même, la principale base aérienne américaine aux Philippines. L'attaque obtint une surprise tactique complète. Arrivant à 12h35 l'après-midi, la formation japonaise volait à 20 000 pieds hors de portée de la DCA américaine. 27 bombardiers de la vague initiale larguèrent 636 bombes sur les pistes et les installations de Clark Field. Quelques instants plus tard, des chasseurs Zéro déferlèrent au niveau de la cime des arbres, leurs mitrailleuses détruisant chaque avion qui avait survécu au bombardement sur 17 B-17 forteresses volantes au sol. 12 furent détruits sur le coup. Presque tous les chasseurs P-40 Warhawk furent réduits à l'état d'épave en flammes. En 45 minutes, la puissance aérienne américaine aux Philippines avait été efficacement éliminée. Le lieutenant James Harrington, l'un des rares pilotes américains survivants, observa depuis un abri anti-aérien la formation japonaise se retirer vers le nord. « Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont ils sont arrivés », écrivit-il plus tard dans son rapport de combat. « Formation parfaite, haute altitude, totalement hors de notre portée, puis les chasseurs sont descendus et nous ont déchiquetés. Nous n'avons pas pu faire décoller un seul avion. Mais les bombardiers Betty, eux-mêmes, étaient partis intacts. Les quelques chasseurs américains qui avaient réussi à décoller arrivèrent trop tard, ne trouvant qu'un ciel vide. Les Japonais avaient démontré la portée exceptionnelle de leurs bombardiers.
frappant depuis des bases distantes de 460 miles, un exploit qu'aucun bombardier américain ne pouvait égaler à ce stade de la guerre. La première année de combat du Betty s'avérerait dévastatrice. Le 10 décembre 1941, juste 2 jours après le raid sur Clark Field, 26 bombardiers G4M se joignirent à des bombardiers G3M, Nell, plus anciens, pour attaquer la Force Z, une force opérationnelle navale britannique centrée sur le cuirassé HMS Prince of Wales et le croiseur de bataille HMS Repulse. L'attaque commença vers 12h20, l'après-midi. Les bombardiers japonais approchèrent en vagues coordonnées, leur course de torpilles exécutée avec une précision qui stupéfia les observateurs britanniques. Les bombardiers Betty transportaient des torpilles aériennes type 91, pesant chacune 840 kg avec une ogive de 205 kg. Les torpilles étaient conçues spécifiquement pour les opérations en eau peu profonde, naviguant à des profondeurs permettant de frapper les navires même dans les eaux côtières. Les attaques à la torpille se concentrèrent sur les 2 navires capitaux avec une précision dévastatrice. Le Prince of Wales, un cuirassé déplaçant 43 000 tonnes et représentant la dernière génération de puissance navale britannique, prit au moins 6 coups de torpille, ainsi que des dégâts de bombardiers empaliés. Les explosions sous-marines déchirèrent d'énormes brèches dans la coque du navire, les inondations submergeant les efforts de contrôle des avaries. Le cuirassé commença à gîter sévèrement. Le Repulse, un croiseur de bataille construit durant la Première Guerre mondiale, mais modernisé dans les années 1930, absorba au moins 4 coups de torpille tout en tentant d'échapper aux avions attaquants. La DCA du navire revendiqua plusieurs avions japonais, mais ne put empêcher les courses de torpilles coordonnées de trouver leur cible. Les dégâts cumulés s'avérèrent fatals. Les 2 navires capitaux chavirèrent et coulèrent dans les heures suivant l'attaque. Le Prince of Wales sombra vers 13h20. Le Repulse suivit vers 13h33. 441 marins britanniques périrent. Les survivants furent secourus par des destroyers d'escorte. L'engagement dura moins de 2 heures, du premier contact au naufrage final. Pour la première fois dans l'histoire navale, des navires capitaux se défendant activement avaient été coulés uniquement par la puissance aérienne en pleine mer. Le bombardier G4M Betty avait accompli ce que les théoriciens navaux débattaient depuis des décennies. La supériorité navale britannique dans les eaux asiatiques avait été brisée en 90 minutes. À travers le théâtre du Pacifique, jusqu'au début de 1942, les pilotes américains et alliés rencontrèrent des bombardiers Betty dans chaque engagement majeur. L'appareil semblait opérer en toute impunité, frappant des cibles à des distances qui défiaient la compréhension conventionnelle. Ils touchèrent Darwin, en Australie, depuis des bases distantes de 1500 miles, démontrant une portée qui dépassait les capacités de tout bombardier allié. Ils attaquèrent Port Moresby depuis des aérodromes de l'autre côté des chaînes de montagnes de Nouvelle-Guinée, maintenant la pression sur les positions alliées dans tout le Pacifique sud-ouest. Ils frappèrent Guadalcanal depuis Rabaul, une distance dépassant les 600 miles, projetant la puissance aérienne japonaise à travers de vastes étendues océaniques. La portée opérationnelle du Betty offrait aux forces japonaises une flexibilité stratégique que les commandants alliés avaient du mal à contrer. Les chasseurs américains, basés sur des positions avancées, manquaient de portée pour intercepter les bombardiers Betty décollant de bases lointaines. Les aérodromes alliés subissaient des attaques de bases japonaises qui étaient elles-mêmes hors de portée de frappe alliée. L'asymétrie des capacités de bombardement signifiait que les forces japonaises pouvaient attaquer à volonté, tandis que les forces alliées luttaient pour riposter efficacement. Cet avantage persista durant les 6 premiers mois de la guerre. Les bombardiers Betty participèrent à pratiquement toutes les opérations offensives japonaises à travers le Pacifique et l'Asie du Sud-Est. Ils frappèrent des cibles aux Philippines, en Malaisie, aux Indes orientales néerlandaises, en Nouvelle-Guinée et dans les îles Salomon. Ils soutinrent les opérations navales dans tout le théâtre. Ils effectuèrent des missions de reconnaissance dépassant la portée de tout avion allié. Le Betty devint le symbole de la portée et de l'efficacité de la puissance aérienne japonaise. Mais cet avantage dépendait entièrement d'une opposition limitée des chasseurs alliés. Lorsque les formations de Betty pouvaient frapper sans interception,
lorsqu'elles pouvaient approcher les cibles à haute altitude, hors de portée de la DCA. Lorsqu'elles pouvaient délivrer leurs armes et partir avant l'arrivée des chasseurs, l'appareil était dévastateur. Ces conditions caractérisaient les opérations durant la première moitié de 1942, lorsque la puissance aérienne alliée restait limitée et dispersée. Mais vers mi-1942, le tableau tactique commença à changer. Alors que la puissance de chasse américaine augmentait, que les Wildcats cédèrent la place aux Hellcat et corsaires plus capables, que l'entraînement des pilotes s'améliorait et que la doctrine tactique évoluait, les équipages de Betty commencèrent à signaler des pertes inquiétantes. Le changement devint indéniable le 8 août 1942. 23 bombardiers G4M du 4e groupe aérien quittèrent Rabaul pour attaquer les positions américaines à Guadalcanal. Des chasseurs américains interceptèrent la formation au-dessus de l'île de Savo. Dans l'engagement qui suivit, 18 des 23 bombardiers Betty furent abattus. Environ 120 aviateurs périrent dans ce qui deviendrait la pire perte unique de G4M durant toute la campagne. Les pilotes de chasse rapportèrent de la même observation à travers chaque engagement. Le Betty explosait en flammes avec des impacts minimaux. 2 ou 3 obus n'importe où, le long du fuselage ou des ailes, produisaient des résultats catastrophiques. L'appareil gagna des surnoms sinistres qui se répandirent rapidement dans les escadrons américains. Cigare volant, briquet volant, Zippo volant, toutes des références à la terrifiante tendance du Betty à s'embraser après des dégâts de combat. En octobre 1942, lorsque le lieutenant-commandant John Thomas Blackburn arriva à Guadalcanal, commandant le VF-17 volant sur F-4U Corsair, la réputation du Betty s'était complètement transformée. La première fois que nous avons attrapé une formation de Betty, nous n'arrivions pas à croire à quel point il tombait facilement, rapporta plus tard Blackburn. Touchez-les n'importe où, le long du fuselage ou des ailes, et ils explosaient. Nous les chassions activement, les reconnaissant comme parmi les cibles les plus vulnérables dans le ciel du Pacifique. Mais la véritable ampleur de la vulnérabilité du Betty, les décisions d'ingénierie qui rendaient de telles pertes catastrophiques inévitables, ne seraient pleinement comprises que lorsque les forces américaines commencèrent à capturer des exemplaires intacts pour un examen détaillé. La première percée significative du renseignement survint en novembre 1942, lorsque les forces australiennes prirent d'assaut les aérodromes japonais à Buna, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parmi les avions abandonnés, les unités de renseignement technique aérien découvrirent des bombardiers Betty avec différents niveaux de dommages. Les examens initiaux confirmèrent ce que les pilotes avaient rapporté. Les réservoirs de carburant n'avaient aucune protection whatsoever. Des ingénieurs aéronautiques de l'unité alliée de renseignement technique aérien du Pacifique Sud-Ouest menèrent la première analyse détaillée. Les trappes d'accès aux ailes révélèrent des cellules de carburant sans mesure protectrice, une construction en aluminium mince, aucune couche de scellant en caoutchouc, aucun revêtement protecteur, aucun système d'extinction d'incendie. Plusieurs bombardiers, Betty examinés à Buna, présentaient des caractéristiques identiques. Ce n'étaient pas des dommages de combat ou une modification sur le terrain, c'était la conception japonaise standard. Les implications étaient stupéfiantes. Les bombardiers américains, en 1942, comportaient universellement des réservoirs de carburant auto-obturants. Le B-17, forteresse volante, les avait incorporés à partir du modèle B-17C. Le B-24 Liberator en était équipé depuis le prototype XB-24B. Même les avions de chasse, comme le P-38 et le P-47, disposaient de systèmes de carburant protégés. Les réservoirs auto-obturants utilisaient un composé de caoutchouc multicouche qui gonflait au contact du carburant lorsqu'il était percé par des balles ou des éclats d'obus, scellant les trous et empêchant la perte de carburant et l'incendie. La technologie ajoutait un poids substantiel aux avions, mais améliorait considérablement les taux de survie des équipages. La doctrine militaire américaine considérait cette pénalité de poids comme essentielle et non négociable. Pourtant, voici le principal bombardier terrestre japonais, produit par milliers, opérant dans tout le théâtre du Pacifique, avec des réservoirs de carburant n'offrant aucune protection.
Le poids économisé en éliminant les systèmes auto-obturants, le blindage et l'équipement d'extinction d'incendie était immédiatement apparent, mais le coût en vie d'équipage devenait tout aussi évident dans les statistiques de pertes qui s'accumulaient à chaque engagement. Le Betty, capturé à Clarkfield en janvier 1945, fournirait l'analyse technique la plus complète. Le major McCoy et son équipe passèrent 3 semaines à démonter et documenter chaque système. Leur rapport, classé secret et distribué à toutes les forces aériennes alliées, détaillait des spécifications qui expliquaient à la fois les capacités extraordinaires du Betty et ses vulnérabilités catastrophiques. Les spécifications du G4M, modèle 1, révélaient un avion optimisé sans concession pour la portée et la vitesse. Poids à vide de 6740 et 1 kg, remarquablement léger pour un bombardier de sa taille, poids maximal au décollage de 9500 kg. Capacité en carburant de 4780 litres répartis dans 8 réservoirs non protégés, 4 dans chaque aile, positionnés dans la section centrale des ailes où ils étaient les plus vulnérables aux dommages de combat vitesse maximale de 428 km par heure ou environ 265 miles par heure. Portée maximale de 6034 km, dépassant 3700 miles. Plafond opérationnel de 8500 mètres. Équipage de 7 membres, incluant pilote, copilote, navigateur, bombardier, opérateur radio et 2 mitrailleurs. La conception du système de carburant était particulièrement révélatrice. Les 8 réservoirs étaient agencés en 4 groupes de 2 positionnés le long de l'axe longitudinal de l'aile où celle-ci rejoignait le fuselage. Ce placement maximisait la capacité en carburant en utilisant la partie la plus épaisse de la structure de l'aile, mais il positionnait aussi les réservoirs directement dans la trajectoire des tirs ennemis durant le combat. Toute attaque depuis le côté ou par en dessous frapperait inévitablement les réservoirs de carburant. La construction en aluminium ne fournissait aucune protection. L'absence de composés auto-obturants signifiait que même de petites perforations laisseraient fuir le carburant continuellement. Les ingénieurs américains calculèrent que le poids économisé en éliminant les systèmes de protection dépassait 500 kg par avion. Cette économie de poids se traduisait directement en capacité de carburant supplémentaire et en portée étendue, mais le coût en vulnérabilité était tout aussi calculable. Les rapports de combat montraient que les bombardiers Betty touchés n'importe où dans la zone des ailes explosaient avec une quasi-certitude. Les réservoirs non protégés créaient ce que les ingénieurs appelaient un point de défaillance critique, un système unique dont la destruction garantissait la perte de l'avion entier. Ces chiffres racontaient l'histoire des choix de conception faits en septembre 1937 lorsque la marine japonaise émit des exigences qui définiraient toute l'existence du G4M. Vitesse maximale de 398 km par heure, altitude de croisière de 3000 mètres, portée de 4722 km à vide ou 3700 km, transportant 800 kg de bombes ou de torpilles. Les exigences reflétaient la stratégie navale japonaise de la fin des années 1930. L'empire du Japon s'étendait sur de vastes distances du Pacifique. Les bases navales étaient pas séparées par des milliers de kilomètres d'océan. La marine avait besoin de bombardiers capables de frapper des positions ennemies bien au-delà de la portée des avions embarqués, des bombardiers pouvant opérer depuis des bases terrestres pour soutenir les opérations navales dans tout le théâtre. Les bombardiers japonais existants étaient loin de répondre à ces exigences. Le bombardier G3M NEL, alors en service, avait une portée maximale d'environ 3000 km. Les bombardiers américains comme le B-17 avaient une portée encore plus limitée dans leur première variante. Aucun bombardier en service n'importe où dans le monde, en 1937, ne pouvait frapper des cibles aux distances envisagées par les planificateurs japonais. Les exigences de la marine n'étaient pas arbitraires. Elles étaient calculées sur la base des distances que les forces japonaises devraient couvrir dans tout futur conflit du Pacifique. De Formose aux Philippines, 460 miles. De Rabaul à Guadalcanal, 600 miles. Des îles japonaises aux cibles potentielles à travers le Pacifique, des milliers de miles. Le bombardier qui pourrait répondre à ces exigences donnerait au Japon une portée stratégique
qu'aucune autre nation ne possédait. Mais les exigences reflétaient aussi des hypothèses sur la guerre future qui s'avéreraient catastrophiquement erronées. Les planificateurs japonais supposaient que la surprise et l'initiative fourniraient une protection suffisante pour les bombardiers à long rayon d'action. Ils supposaient que l'opposition des chasseurs ennemis serait limitée par la portée et le nombre. Ils supposaient que la guerre serait décidée rapidement avant que la capacité industrielle ennemie ne puisse générer une force écrasante. Chaque hypothèse s'avérerait fausse. L'homme chargé d'accomplir l'impossible était Kiro Honjo, qui dirigea l'équipe de conception Mitsubishi après avoir pris la relève de Joji Hattori. Honjo avait étudié la conception de bombardiers chez Junkers en Allemagne au début des années 1930, absorbant les principes d'ingénierie aéronautique européens et les techniques de fabrication avant de retourner au Japon. Il comprit immédiatement que répondre aux exigences de la marine demanderait des compromis que les forces aériennes occidentales n'accepteraient jamais. Honjo assembla une équipe d'ingénieurs dans les installations Mitsubishi de Nagoya pour relever les défis de conception. L'équipe analysa chaque aspect de la conception des bombardiers, calculant les budgets de poids pour chaque composant et système. Ils étudièrent les bombardiers existants de multiples nations, identifiant où le poids pouvait être réduit sans compromettre l'intégrité structurelle. Ils expérimentèrent de nouvelles techniques de construction et des matériaux pouvant offrir des économies de poids. Les calculs étaient brutalement simples. Pour atteindre la portée requise, l'avion avait besoin d'une capacité de carburant massive. Chaque litre de carburant aviation pesait approximativement 0,8 kg. 4780 litres de carburant signifiaient environ 3800 kg de poids de carburant à pleine charge. Pour atteindre la vitesse requise avec cette charge de carburant, l'avion devait avoir un poids minimal. Chaque kilogramme ajouté au poids à vide réduisait soit la portée, soit la capacité de charge utile. Ces deux exigences existaient en opposition directe. Le carburant était lourd. Les systèmes de protection étaient lourd. Un blindage pesant des centaines de kilos serait nécessaire pour protéger les postes de l'équipage et les systèmes vitaux. Les réservoirs auto-obturants ajoutaient un poids substantiel via les composés de caoutchouc et la structure supplémentaire requise. Les systèmes d'extinction d'incendie ajoutaient du poids. Les mesures de sécurité redondantes ajoutaient du poids. Le poids cumulé d'une protection adéquate empêcherait d'atteindre les performances requises. Honjo prit la décision qui définirait le G4M tout au long de sa carrière. La protection serait sacrifiée pour la performance. Les réservoirs de carburant seraient de construction en aluminium non protégé, sans composés auto-obturants, sans blindage autour des cellules de carburant, sans système d'extinction d'incendie au-delà des extincteurs basiques, sans mesures de sécurité redondantes. Chaque kilogramme économisé serait investi dans la capacité de carburant, la portée et l'atteinte des spécifications de performance de la marine. La décision ne fut pas prise à la légère. Honjo comprenait les risques. Son équipe calcula les vulnérabilités que créeraient les réservoirs de carburant non protégés. Il savait que les dommages de combat aux ailes s'avéreraient probablement catastrophiques. Mais il savait aussi que les exigences de la marine ne pouvaient être satisfaites autrement avec la technologie disponible. Le choix était entre un avion répondant aux spécifications de performance avec des vulnérabilités connues ou un avion ne répondant pas aux exigences mais offrant une meilleure protection. La marine avait exigé la performance. Honjo livra la performance. Le premier prototype G4M vola le 23 octobre 1939. L'avion répondait à toutes les exigences de performance spécifiées par la marine. La vitesse dépassait les attentes. La portée surpassait les projections. La capacité de charge utile satisfaisait les besoins opérationnels. Le bombardier entra en production en tant que bombardier d'attaque type 1 de la marine, Mitsubishi construisant l'avion dans ses usines de Nagoya. Les modèles de production initiaux, désignés G4M modèle 1, commencèrent à atteindre les unités opérationnelles en avril 1941. En décembre 1941, environ 180 G4M étaient en service dans la marine japonaise.
Ces avions formeraient l'épine dorsale de la puissance aérienne terrestre japonaise tout au long de la guerre du Pacifique. Les débuts en combat du Betty à Clark Field et contre la Force Z démontrèrent la sagesse des priorités de conception de Honjo dans les conditions spécifiques du début de 1942. Lorsqu'il faisait face à une opposition limitée, lorsqu'il obtenait la surprise, lorsqu'il opérait au-delà de la portée des chasseurs ennemis, le Betty était dévastateur. Sa portée permettait des frappes depuis des bases que l'ennemi considérait comme sûres. Sa vitesse permettait une pénétration rapide des zones cibles. Sa charge utile infligeait des dégâts significatifs. Mais ces avantages dépendaient entièrement de l'hypothèse que les formations de Betty affronteraient une opposition minimale. Dès que la puissance de chasse américaine augmenta, dès que l'interception devint routinière, dès que le combat soutenu devint inévitable, chaque choix de conception qui priorisait la portée au détriment de la protection devint une condamnation à mort pour les équipages. La campagne de Guadalcanal exposa le défaut fondamental de la philosophie de conception du Betty. D'août à octobre 1942, plus de 100 bombardiers G4M furent perdus avec leurs équipages dans ce qui devint une saignée, soutenue que les forces aériennes japonaises ne pouvaient supporter. La seule mission du 8 août détruisit à elle seule 18 des 23 avions, avec environ 120 aviateurs tués. Le schéma se répéta avec une brutalité constante tout au long de la campagne. Les formations de Betty quittaient Rabaul, parcouraient 600 miles jusqu'à Guadalcanal, engageaient les chasseurs américains et subissaient des pertes catastrophiques. Le 9 août vit des bombardiers supplémentaires perdus. Le 10 août apporta plus de pertes. Fin août, le 4e groupe aérien avait été effectivement détruit en tant qu'unité opérationnelle. Septembre n'apporta aucun répit. Les formations de Betty continuèrent de frapper les positions américaines à Guadalcanal et les chasseurs américains continuèrent de les détruire en nombres écrasants. Les calculs étaient inexorables. Les forces japonaises devaient frapper les positions américaines pour contester le contrôle de l'île. Les bombardiers Betty fournissaient le seul moyen de délivrer une capacité de frappe significative depuis Rabaul. Mais chaque mission entraînait des pertes qui ne pouvaient être remplacées. Octobre vit le schéma se poursuivre. La puissance de chasse américaine augmenta avec l'arrivée de plus d'escadrons à Henderson Field. La qualité des pilotes s'améliora avec l'accumulation de l'expérience au combat. La doctrine tactique évolua pour exploiter plus efficacement les vulnérabilités du Betty. Les pertes japonaises s'accélérèrent, même lorsque le nombre de bombardiers disponibles pour les missions déclina. En novembre, lorsque la campagne de Guadalcanal prit effectivement fin avec le retrait japonais, les pertes de Betty dépassaient les 100 avions. Les pertes parmi les équipages approchaient les 700 hommes morts. Le taux d'échange était insoutenable. Le bombardier terrestre le plus capable du Japon avait été rendu obsolète par ses propres vulnérabilités, transformé d'une arme redoutée en ce que les pilotes américains appelaient de la chair à canon. Les planificateurs japonais s'attendaient à des pertes. Toutes les opérations militaires impliquaient des pertes. Mais l'ampleur des pertes de Betty dépassa toutes les projections. Les réservoirs de carburant non protégés, qui permettaient une portée de 6000 km, garantissaient aussi que tout impact sur les ailes ou le fuselage s'avérerait probablement fatal. Il n'y avait pas de terrain d'entente, pas de bombardiers endommagés rentrant péniblement à la base, pas d'avions endommagés mais pouvant survivre. Les bombardiers Betty revenaient intacts ou explosaient en flammes. Vers 1943, les ingénieurs japonais reconnurent que des modifications étaient essentielles. À partir du 663e avion produit en mars 1943, des feuilles de caoutchouc de 30 mm furent installées sous les surfaces des ailes où se trouvaient les réservoirs de carburant. Ces feuilles n'étaient pas de véritables réservoirs auto-obturants. C'était une mesure de compromis, ajoutant un poids minimal tout en fournissant une protection limitée contre les fuites de carburant. La modification réduisait la vitesse maximale de 9 km par heure. La portée maximale diminuait de 315 km. Mais les taux de survie des équipages ne montrèrent aucune amélioration significative. Les feuilles de caoutchouc pouvaient ralentir les fuites de carburant provenant d'impacts de petit calibre.
Elle m'opuyana point empêcher les cette clé les n'encaissaient s'incendie de projectiles de plus gros calibre ou d'obus de canon. Elle ne pouvait non pas arrêter les explosions lorsque les traceurs enflammaient les vapeurs de carburant. La vulnérabilité fondamentale restait inchangée. Les concepteurs japonais tentèrent une protection plus complète avec le G4M Model 3, introduit en octobre 1944. Cette variante comportait de véritables réservoirs de carburant auto-obturant, la capacité étant réduite à 4490 litres pour accommoder le matériau bloquant les fuites. La modification réduisait la portée maximale à 3640 km, une perte de plus de 2000 km par rapport au G4M, modèle un original. Environ 60 avions G4M, modèle 3 furent produits avant la fin de la guerre. La modification arriva trop tard et en nombre trop limité pour affecter le bilan au combat du Betty. Fin 1944, la supériorité aérienne américaine était si complète qu'aucun niveau de protection des réservoirs de carburant n'aurait permis aux bombardiers Betty d'opérer efficacement. L'issue de la guerre était déjà déterminée. La vulnérabilité du Betty devint si notoire que les forces américaines commencèrent à utiliser l'avion de manière qui soulignait les dangers auxquels faisaient face les équipages japonais le 18 avril 1943. Le bombardier Betty devint l'instrument de la mort de l'amiral Isoroku Yamamoto dans un engagement qui démontra à la fois les capacités du renseignement électromagnétique américain et les faiblesses fatales, pomchières. De l'Isosataïs, Yesis Krisit Takakatania, Vergotius City Shankaan. Les décodeurs américains interceptèrent des communications japonaises indiquant que Yamamoto volerait de Rabaul à Bougainville le 18 avril. L'amiral voyagerait à bord d'un bombardier G4M avec une escorte de chasseurs. 18 P-38. Lightning du 339e Fighter Squadron furent assignés pour intercepter le vol, bien que seulement 16 volèrent réellement la mission après qu'un avion eut crevé un pneu au décollage et qu'un autre eut des défaillances de réservoirs largables. La mission requérait une précision extraordinaire. Les P-38 devaient voler sur plus de 400 miles à hauteur des vagues pour éviter la détection radar, naviguer au-dessus de l'océan ouvert sans repère et arriver exactement au point d'interception calculé à l'heure calculée, exactement. Toute erreur de navigation, toute déviation de timing entraînerait l'échec de la mission. L'interception devait se produire dans une fenêtre étroite où l'avion de Yamamoto serait vulnérable. Les P-38 quittèrent Guadalcanal à 7h25. Ils volèrent à 50 pieds au-dessus de l'océan sur plus de 400 miles, maintenant un silence radio strict. La navigation se faisait à l'estime et au chronométrage. La formation arriva au point d'interception calculé avec une précision qui deviendrait légendaire dans l'histoire de l'aviation. À 9h34, pile à l'heure et avec une minute d'avance sur le temps d'interception calculé, les P-38 repérèrent la formation de Yamamoto. 2 bombardiers, Betty, volant à basse altitude avec 6 chasseurs Zéro comme escorte. Le capitaine Thomas Lanphier et le premier lieutenant Rex Barber quittèrent la formation pour engager les bombardiers, tandis que d'autres P-38 retenaient les chasseurs Zéro. Barber engagea le bombardier Betty de tête qui transportait l'amiral Yamamoto. Le bombardier prit des coups dans la zone des ailes où se trouvaient les réservoirs de carburant non protégés. L'avion explosa en flammes et s'écrasa dans la jungle. Le corps de Yamamoto fut retrouvé le lendemain. Il avait été tué par les blessures subies durant le crash. Le 2e bombardier Betty s'écrasa également, tuant tous ceux à bord. L'opération démontra de multiples aspects de la supériorité alliée. Le renseignement électromagnétique américain avait intercepté et décodé les communications japonaises. La planification américaine avait calculé le timing d'interception avec une précision d'1 minute sur plus de 400 miles d'océan.
Les chasseurs américains avaient exécuté la mission sans faille malgré des défis de navigation extraordinaires, et les vulnérabilités des bombardiers Betty avaient garanti que l'interception réussie serait fatale. Il n'y avait aucune possibilité que le bombardier de Yamamoto survive une fois qu'il fut sous le feu. Les réservoirs de carburant non protégés assuraient que tout dommage serait catastrophique. La vulnérabilité du Betty atteignit sa démonstration la plus dramatique le 21 mars 1945. 18 bombardiers G4M décollèrent de la base aérienne de Kanoya, chacun transportant une bombe fusée Ixibiax 7 Oka sous son fuselage. L'Oka était un avion-fusée piloté avec une ogive de 1200 kg, conçu pour des attaques kamikazes contre les navires américains. La mission exigeait que les bombardiers Betty volent à moins de 20 km de leur cible avant de larguer l'avion Oka. Le pilote de l'Oka allumait alors le moteur fusée et piquait à des vitesses dépassant 650 km/h vers les navires américains. L'ogive de 1200 kg d'explosifs détruirait tout navire qu'elle toucherait, mais la mission dépendait entièrement de la survie des bombardiers Betty assez longtemps pour atteindre la distance de largage. La formation quitta Kanoya vers 14h30. Les 18 bombardiers G4M volaient en formation serrée avec une escorte de chasseurs, se dirigeant vers les forces navales américaines au large d'Okinawa. Chaque bombardier transportait une arme Oka sous son fuselage, ajoutant un poids substantiel et une traînée qui réduisait la vitesse et la maniabilité. Les bombardiers étaient encore plus vulnérables que d'habitude, incapables d'éviter ou de manœuvrer efficacement tout en portant les charges Oka. Le radar américain détecta la formation à environ 100 miles de distance. Des chasseurs F-6F Hellcat de l'USS Hornet furent lancés pour intercepter. Les Hellcats atteignirent la formation japonaise bien avant qu'elle n'approche de la distance de largage pour les armes Oka. Dans l'engagement qui suivit, les chasseurs américains détruisirent systématiquement toute la formation. Les bombardiers Betty, déjà vulnérables en circonstances normales, se révélèrent complètement impuissants en transportant les armes Oka. Le poids supplémentaire empêchait les manœuvres d'évitement. L'arme externe créait une traînée qui réduisait la vitesse. Les réservoirs de carburant non protégés garantissaient que tout impact serait fatal. Un par un, les bombardiers explosèrent et tombèrent dans l'océan. Pas un seul bombardier. Betty ne survécut pour atteindre la distance de largage. Pas une seule arme Oka ne fut lancée contre les navires américains. 137 membres d'équipage de bombardiers et 15 pilotes d'Oka périrent dans l'attaque. La mission représentait l'expression ultime du défaut fondamental du Betty. Un avion conçu pour délivrer des armes sur des cibles distantes ne pouvait pas survivre pour délivrer ses armes lorsqu'il faisait face à une opposition préparée. La portée extraordinaire qui rendait la mission théoriquement possible ne signifiait rien lorsque l'avion explosait avant d'atteindre la distance de largage de l'arme. La mission finale, effectuée par des bombardiers Betty, eut lieu le 19 août 1945, 4 jours après que l'empereur Hirohito eut annoncé la reddition du Japon. 2 bombardiers G4M, peints en blanc avec des croix vertes, décollèrent de la base aérienne d'Atsugi, transportant des représentants japonais pour discuter des termes de la reddition avec les forces alliées. Les avions, aux indicatifs d'appel Bâton 1 et Bâton 2, volèrent jusqu'à Hiroshima, où la délégation japonaise se transféra dans un C-54 américain pour être transporté à Manille. Le symbolisme était profond et délibéré. La peinture blanche et les croix vertes indiquaient une intention pacifique, transformant les bombardiers d'armes de guerre en véhicules de diplomatie. Les indicatifs d'appel. Bâton 1 et Bâton 2 faisaient référence à l'endroit où les forces américaines s'étaient rendues au Japon en avril 1942, l'une des défaites les plus dévastatrices de l'histoire militaire américaine. Maintenant, 3 ans plus tard, des avions portant ces indicatifs transportaient la délégation de reddition du Japon. Le lieutenant Den Sudo pilota l'un des avions de reddition, un G6M modèle 1, variante de transport convertie à partir du cellule du bombardier. Les variantes de transport conservaient le fuselage cylindrique distinctif du Betty
et sa configuration d'aile, mais transportait des passagers et du fret plutôt que des armes. L'équipage portait des uniformes d'apparat plutôt que des combinaisons de vol. L'avion ne transportait aucune arme, aucune munition, aucun équipement militaire d'aucune sorte au-delà de ce qui était nécessaire pour le vol. Le vol d'Atsugi à Ie-Shima couvrit environ 1000 kilomètres, bien dans la portée du Betty, même en configuration transport. Des chasseurs américains escortèrent les bombardiers Betty blancs tout au long de leur vol, s'assurant qu'ils restaient sur le trajet prescrit. L'escorte était à la fois protectrice et supervisetrice, garantissant un passage sûr tout en empêchant toute déviation des routes planifiées. Les bombardiers Betty blancs à croix verte devinrent l'image finale de l'avion qui avait ouvert la guerre du Pacifique à Clark Field en décembre 1941. La boucle était bouclée. Le bombardier qui avait détruit la puissance aérienne américaine aux Philippines dans les premières heures de la guerre transportait maintenant la délégation de reddition du Japon dans les derniers jours de la guerre. L'avion qui avait symbolisé la portée et l'efficacité de la puissance aérienne japonaise symbolisait maintenant la défaite du Japon et sa soumission aux termes alliés. Les statistiques de production du Betty reflètent à la fois l'importance de l'avion pour les opérations japonaises et le terrible coût de sa philosophie de conception. La production totale atteignit environ 2414 avions, toutes variantes confondues, bien que certaines sources citent des chiffres allant jusqu'à 2435 en incluant tous les prototypes et sous-types. La variation dans les totaux reflète différentes méthodes de comptage des prototypes, sous-types et variantes de transport. Le G4M modèle comprenait environ 1172 avions produits de 1941 à début 1943. Cette variante présentait la conception originale de réservoirs de carburant non protégés avec une capacité de 4780 litres. La vitesse maximale atteignait 428 km par heure. La portée maximale de 6034 km en faisait le bombardier ayant la plus grande autonomie en service n'importe où dans le monde. Mais l'absence complète de système de protection le rendait catastrophiquement vulnérable une fois que la puissance de chasse américaine augmenta. Le G4M, modèle 2, avec une capacité de carburant accrue et une vitesse légèrement plus élevée, représenta environ 1142 exemplaires produits de 1943 à 1945. Cette variante augmenta la capacité de carburant à 6490 litres, étendant encore la portée maximale. La vitesse maximale augmenta légèrement à 437 km par heure. Mais le modèle 2 conservait la vulnérabilité fondamentale des réservoirs de carburant non protégés. Les modifications amélioraient les performances sans adresser la survie. Le G4M, modèle 3, désigné modèle 34, représentait la seule variante avec de véritables réservoirs de carburant auto-obturants. La production commença en octobre 1944, mais seulement 60 à 91 avions furent complétés avant la fin de la guerre, selon les sources. Les réservoirs auto-obturants réduisaient la capacité de carburant à 4490 litres pour accommoder le matériau bloquant les fuites. La portée maximale diminuait à 3640 km, une perte de plus de 2000 km par rapport au modèle 1. La modification arriva trop tard et en nombre trop limité pour affecter les résultats des combats. La variante de transport G6M, convertie à partir de cellules de bombardier, ajouta 30 avions supplémentaires. Ces versions de transport transportaient des passagers et du fret plutôt que des armes, servant dans des rôles de liaison et de communication. Le G6M, modèle, utilisé pour l'un des avions de reddition en août 1945, représentait cette variante. La production continua jusqu'en août 1945, les derniers avions étant complétés juste quelques jours avant la reddition du Japon. Les usines Mitsubishi produisirent des bombardiers. Betty a des taux de pointe d'environ 100 avions par mois durant 1943. La production diminua en 1944 et 1945, alors que les bombardements alliés perturbaient l'industrie japonaise et que les ressources étaient détournées vers la production de chasseurs pour la défense de la patrie.
Ces chiffres de production firent du Betty l'un des bombardiers les plus nombreux du Japon, dépassé seulement par certains types de chasseurs en production totale. Sur 4 ans de guerre, Mitsubishi livra environ 2400 avions aux unités de la marine japonaise à travers le théâtre du Pacifique. Les bombardiers servirent dans chaque campagne majeure, participèrent à chaque engagement naval significatif et frappèrent des cibles à travers des distances couvrant des milliers de kilomètres. Mais les statistiques de production ne racontent qu'une partie de l'histoire. Les taux de perte racontent le reste. Peu de bombardiers Betty survécurent jusqu'à la fin de la guerre. L'écrasante majorité fut détruite au combat, consumée par les incendies que les réservoirs de carburant non protégés rendaient inévitables. En août 1945, lorsque le Japon se rendit, seulement une poignée de bombardiers Betty opérationnels restaient en service. L'avion qui se comptait par centaines en 1942 avait été réduit à quelques dizaines par une attrition qu'aucune quantité de production ne pouvait remplacer. Les statistiques de pertes parmi les équipages de Betty étaient tout aussi dévastatrices, bien que les chiffres exacts restent difficiles à vérifier à partir des archives disponibles. Ce qui est certain, c'est que des milliers d'équipages aériens japonais périrent dans des bombardiers. Betty, leur mort rendue presque inévitable par les vulnérabilités fondamentales de l'avion, les réservoirs de carburant non protégés, créaient des conditions où la survie dépendait entièrement de l'évitement des dommages de combat. Une fois touchés, les bombardiers Betty survivaient rarement. Une fois en feu, ils ne survivaient jamais. Les équipages comprenaient ces probabilités et volaient malgré tout, car la discipline militaire et les valeurs culturelles exigeaient qu'ils acceptent les risques, quelles qu'en soient les conséquences. Les équipages de Betty survivants étaient unanimes dans leur évaluation. Les réservoirs de carburant non protégés de l'avion faisaient de la survie une question de pure chance. Aucune quantité de compétences, aucune innovation tactique. Aucun courage ne pouvait compenser la vulnérabilité fondamentale intégrée dans chaque G4M. L'ancien maître de vol Masahato, qui compléta 28 missions de combat avant d'être transféré à des fonctions d'entraînement, offrit le résumé le plus direct. Le Betty était un avion magnifique qui nous demandait de mourir pour son autonomie. Nous le pilotions parce que nous en avions reçu l'ordre. Nous mourions dedans parce que c'était ce pourquoi il était conçu. La comparaison avec les systèmes de protection des bombardiers alliés souligne la différence marquée de philosophie de conception. Le B-17 Fortress Volante comportait un blindage protégeant les sièges du pilote et du copilote avec des plaques d'acier de 0,3 à 0,30 et 1 pouce d'épaisseur. Des cloisons blindées protégeaient les postes de l'équipage dans tout le fuselage. La position du bombardier comportait du verre blindé. Les positions des mitrailleurs de sa bord incluaient des boucliers protecteurs. Les réservoirs de carburant auto-obturants étaient standards à partir du modèle B-17C. Introduit en 1941, le B-25, Mitchell incorporait une protection complète similaire. Les sièges du pilote et du copilote comportaient un dossier blindé. Les réservoirs de carburant incluaient des composés auto-obturants dès les premières productions. Le poids à vide du B-25, d'environ 9100 kg, reflétait la pénalité de poids substantielle des systèmes de protection, environ 2000 kg plus lourd que le Betty. Malgré une taille et un rôle similaires, la pénalité de poids pour les systèmes de protection alliés était substantielle et acceptée comme nécessaire. Les études américaines durant la guerre démontrèrent l'efficacité des mesures de protection de l'équipage avec une précision statistique. Les gilets pare-balles réduisaient la mortalité des blessures thoraciques de 36% à 8%, une réduction de plus de 75% des décès par blessure à la poitrine. Les réservoirs de carburant auto-obturants réduisaient les pertes liées aux incendies par des marges similaires. Les avions équipés de systèmes de carburant protégés montraient des taux de survie 3 à 4 fois plus élevés que les avions non protégés lorsqu'ils étaient endommagés au combat. Les postes de l'équipage protégés augmentaient les taux de survie dans les avions endommagés en fournissant une protection contre les éclats d'obus et les tirs d'armes légères. Le verre blindé empêchait les pertes parmi les pilotes lors d'attaques frontales. Les cloisons compartimentaient le fuselage, empêchant le feu ou les dommages dans une section de se propager dans tout l'avion.
L'approche globale de la protection de l'équipage reflétait la doctrine américaine selon laquelle les équipages entraînés représentaient des actifs plus précieux que les avions, qui pouvaient être remplacés plus facilement que les vétérans de combat expérimentés. Le coût en poids pour cette protection dépassait 1000 livres dans la plupart des bombardiers américains, mais la capacité industrielle américaine permettait cette pénalité de poids sans sacrifier les nombres de production. Les usines américaines produisirent plus de 12 000 bombardiers B-17 et près de 10 000 B-24 Liberator durant la guerre. La capacité de production signifiait que les forces américaines pouvaient déployer de grands nombres de bombardiers protégés sans compromettre les capacités. La doctrine japonaise parvint à des conclusions différentes. La conception du Betty reflétait un calcul selon lequel la portée et la puissance de frappe primaient sur la survie de l'équipage. Cette philosophie supposait que l'obtention de la surprise et le maintien de l'initiative fourniraient une protection suffisante. Elle supposait que l'opposition ennemie resterait limitée. Elle supposait que la guerre serait courte et décisive. Toutes ces verraconomotos tutti kosan sakanosi sotalitisho ichitisi peoya tete so kishisite ejiko kade tishitanoda tishona prakisis s'avérèrent catastrophiquement erronés. Vers 1942, la puissance de chasse américaine augmenta à des niveaux qui rendirent l'interception du Betty routinière. Fin 1942, les pilotes américains avaient appris à exploiter chaque vulnérabilité du Betty. En 1943, les formations de Betty subirent des pertes si dévastatrices que les missions devinrent des opérations suicides. En 1944, les bombardiers Betty pouvaient à peine opérer de jour face à l'opposition américaine. Les calculs de la guerre du Betty furent écrits dans le feu et la perte. Chaque avantage qui rendait l'avion redoutable début 1942 devint insignifiant une fois que le combat soutenu commença. La portée ne signifiait rien lorsque les bombardiers explosaient avant d'atteindre les cibles. La vitesse ne signifiait rien lorsque les chasseurs pouvaient intercepter depuis des bases distantes. La charge utile ne signifiait rien lorsque les formations étaient détruites avant le largage des armes. L'examen du numéro de queue 763-12 à Clarkfield en janvier 1945 révéla l'histoire complète. Les réservoirs de carburant non protégés qui choquèrent le major McCoy n'étaient pas une négligence, pas une mesure temporaire, pas un échec de conception. Ils étaient le choix délibéré d'ingénieurs qui croyaient que la portée importait plus que la survie. Les concepteurs japonais avaient créé exactement ce que leurs spécifications exigeaient. Un avion avec une portée et une vitesse extraordinaires, construit avec un poids minimal, optimisé pour les exigences de mission qu'ils avaient reçues. Les réservoirs n'étaient pas protégés parce que la protection aurait empêché d'atteindre les performances requises. La décision avait un sens parfait dans les contraintes de la technologie de 1937 et des hypothèses de 1937 sur la guerre future. Mais ces hypothèses s'effondrèrent face à la réalité d'un combat soutenu contre un adversaire ayant une capacité industrielle illimitée et un avantage technologique croissant. Le bombardier Betty devint un symbole de la volonté japonaise d'accepter des pertes catastrophiques en poursuivant un avantage tactique. Il devint la preuve d'une culture militaire qui valorisait l'accomplissement de la mission au-dessus de la survie de l'équipage. Lorsque les ingénieurs américains examinèrent le Betty intact à Clarkfield, ils n'analysaient pas seulement un avion ennemi. Ils assistaient à la manifestation physique de choix, faits des années plus tôt, des choix qui priorisaient la capacité au détriment de la survie, des choix qui coûteraient la vie à des milliers d'équipages aériens japonais. Les réservoirs de carburant non protégés n'étaient pas un accident, c'était une décision. Le bombardier Betty servit du premier au dernier jour de la guerre du Pacifique. Il coula des navires capitaux et dévasta des bases aériennes. Il parcourut des distances qu'aucun autre bombardier ne pouvait égaler. Mais son ultime héritage est écrit dans des statistiques de pertes qui dépassèrent toutes les projections. L'avion qui ouvrit la guerre en détruisant la puissance aérienne américaine à Clarkfield termina la guerre en transportant la délégation de reddition du Japon
dans des avions peints en blanc marqués de croix vertes. L'équipage du numéro de queue 763-12 avait abandonné son avion durant l'avancée américaine sur Clark Field. Ils avaient survécu en s'éloignant à pied d'un avion dont la conception rendait la survie au combat presque impossible. La plupart des équipages de Betty n'eurent pas cette chance. Ils volèrent en mission, connaissant le danger. Ils montèrent dans des bombardiers non protégés, traversèrent de vastes distances du Pacifique, et ils moururent en nombres écrasants, consumés par des incendies que la conception de l'avion rendait inévitables. L'histoire du bombardier Betty est finalement celle du prix de la capacité sans protection. Elle démontre que la performance seule ne peut garantir le succès lorsque cette performance est achetée au prix de la survie de l'équipage. La portée extraordinaire de 6000 km ne signifiait rien lorsque les avions ne pouvaient pas survivre aux derniers 100 km jusqu'à la cible. La vitesse impressionnante de 428 km par heure n'offrait aucun avantage lorsque les chasseurs américains pouvaient intercepter depuis des bases distantes avec des alertes des systèmes radars. La capacité de charge utile d'une tonne devenait insignifiante lorsque les formations étaient détruites avant le largage des armes. Plus importante encore, le Betty révèle qu'une technologie militaire coupée d'une évaluation réaliste des conditions de combat produit des armes qui tuent leurs propres équipages aussi efficacement qu'elles frappent les cibles ennemies. Les hypothèses sous-jacentes à la conception du Betty, des hypothèses sur une opposition limitée et une courte durée de guerre, s'avérèrent catastrophiquement erronées en quelques mois après le début de la guerre du Pacifique. Au moment où ces hypothèses furent prouvées fausses, des milliers de bombardiers Betty étaient déjà en service ou en production et l'industrie japonaise manquait de la capacité pour les remplacer par des conceptions mieux protégées. Les concepteurs japonais comprirent les risques lorsqu'ils firent leur choix en 1937 et 38. Ils calculèrent les pénalités de poids, ils connaissaient les vulnérabilités, ils acceptèrent les compromis, parce qu'ils croyaient que les avantages en performance s'avéreraient décisifs. Ils eurent tort, et des milliers d'hommes payèrent le prix de cette erreur de calcul de leur vie. L'héritage du Betty s'étend au-delà de l'histoire de l'aviation, vers des questions fondamentales sur la philosophie de conception des avions, l'éthique militaire, le risque acceptable et la valeur de la vie humaine en temps de guerre. Les concepteurs américains répondirent à ces questions en priorisant la protection même au coût de la performance. Les concepteurs japonais répondirent différemment. Le Betty se dresse comme une preuve de ce qui se passe lorsque la capacité est priorisée au détriment de la survie, lorsque la portée est achetée avec la vie des équipages, lorsque les exigences de performance supplantent les considérations de protection. Les milliers de bombardiers Betty en flammes à travers le ciel du Pacifique marquèrent les conséquences de cette différence philosophique, révélant la différence fondamentale entre la manière dont différentes nations abordèrent la guerre dans le Pacifique. Les forces américaines conçurent des avions pour ramener les équipages à la maison. Les forces japonaises conçurent des avions pour atteindre les cibles, quel qu'en soit le coût. À la fin, la nation qui valorisait la survie des équipages construisit une force aérienne qui pouvait soutenir les opérations indéfiniment. La nation qui accepta des pertes catastrophiques pour des avantages de performance construisit une force aérienne qui se détruisit elle-même par attrition. L'examen du numéro de queue 763-12 à Clark Field fournit la preuve finale de ce que les forces alliées soupçonnaient depuis des années. Le bombardier Betty n'était pas mal conçu. Il était brillamment conçu pour atteindre des objectifs spécifiques. Ces objectifs n'incluaient simplement pas le retour à la maison des équipages japonais vivants. Et dans ce seul fait réside toute l'histoire de pourquoi le Japon perdit la guerre du Pacifique.